Le millionnaire dans son fauteuil roulant rit lorsque la fillette des rues, tenant dans ses bras sa petite sœur mourante, lui dit « Sauvez ma sœur, et je vous ferai marcher à nouveau. » Il pensa que ce n'était qu'une supplique désespérée. Mais ce qui arriva ensuite laissa tout le monde sans voix. Les lustres de cristal du Thornton, une brasserie gastronomique près de la place Vendôme, projetaient des reflets dansants sur le marbre poli, tandis que Mark Thorne observait la salle depuis sa table habituelle dans le coin. À 30 ans, il imposait le respect partout où roulait son fauteuil, non à cause de son handicap, mais parce que son nom ouvrait les portes et concluait les affaires. L'empire technologique qu'il avait bâti faisait de lui l'un des plus jeunes milliardaires de Paris. Et ce soir-là, comme chaque jeudi, il célébrait un nouveau trimestre couronné de succès avec son équipe de direction. « Monsieur le bœuf Wagyu est exceptionnel ce soir », dit son assistant Jacques Morel en versant un verre de Château Margaux qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Marc hocha à peine la tête, son attention rivée sur son téléphone. Il avait appris à trouver du pouvoir dans son fauteuil roulant, à transformer la gêne des autres en arme. 2 années passées dans cette chaise lui avaient enseigné que la pitié était pour les faibles, et Mark Thorne n'était rien de tel. C'est alors qu'il l'entendit une voix d'enfant haletante, perçant le murmure raffiné du restaurant. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-nous. » Marc leva les yeux, une irritation traversant ses traits durs. Une petite fille, pas plus de 8 ans, se tenait à l'entrée. Ses vêtements étaient déchirés et sales, ses pieds nus sur le sol lustré. Mais ce qui figea la salle entière, ce ne fut pas son apparence, mais la frêle enfant qu'elle portait dans ses bras, une fillette de 3 ans, pâle et inerte, la tête ballant contre l'épaule de sa sœur. Ses lèvres prenaient une teinte bleutée, et même à distance, Marc voyait qu'elle peinait à respirer. « Les vigiles !» cria le maître d'hôtel, s'élançant vers les enfants. Mais la plus grande fut plus rapide. Elle se faufila entre les tables, ses yeux fous de détresse, balayant les clients fortunés qui détournaient le regard ou serraient leurs bijoux contre eux. Elle cherchait quelque chose, quelqu'un. Et lorsque son regard croisa celui de Marc dans son fauteuil, quelque chose changea dans son expression, l'espoir. Elle courut droit vers lui, la petite inconsciente ballottant dans ses bras. Jacques se leva aussitôt, se plaçant devant Marc pour le protéger. Mais la fillette ne ralentit pas. « Vous êtes riche », haleta-t-elle en s'arrêtant net devant sa table, des larmes traçant des sillons sur son visage sale. « Vous pouvez l'aider, je vous en supplie. Ma sœur est en train de mourir. » L'enfant dans ses bras poussa un souffle rauque et faible qui fit tressaillir même le cœur glacé de Marc. Il voyait à présent que la petite brûlait de fièvre son corps tremblant sous le tissu sale. « Mademoiselle, vous devez partir immédiatement, » dit Jacques d'un ton ferme en tendant la main vers elle. « Non » s'écria la fillette en se dérobant sans quitter Marc des yeux. Il y avait dans ce regard une sagesse ancienne qu'aucun enfant ne devrait posséder. « Je sais que vous pensez n'avoir plus rien à perdre. Je sais que vous êtes brisé à l'intérieur tout comme vos jambes sont brisées. Mais je vous le promets, je le jure sur la tombe de ma mère, si vous sauvez ma sœur, je vous ferai marcher à nouveau. » Le restaurant devint totalement silencieux. Même les serveurs s'étaient figés. Marc fixa cet enfant sale et désespéré, proférant une promesse impossible. Et quelque chose en lui, quelque chose qu'il croyait mort depuis l'accident de voiture qui lui avait pris ses jambes, et sa fiancée, se ralluma faiblement. Puis il éclata de rire, un rire froid et amer qui fit frémir plusieurs clients. « Me faire marcher, » dit-il d'une voix chargée de moquerie. « Tu es quoi, une guérisseuse de rue? Une petite magicienne? J'ai consulté les meilleurs médecins du monde en Suisse, en Allemagne, au Japon.
J'ai dépensé des millions pour retrouver l'usage de mes jambes. Qu'est-ce qui te fait croire qu'une orpheline crasseuse pourrait? La main de la fillette jaillit et se posa sur son genou. Marc se figea pour la première fois depuis 2 ans, depuis le métal tordu et le verre brisé qui avait volé sa vie. Il sentit quelque chose. Ce n'était ni la douleur, ni les sensations fantômes qu'on lui avait décrites. C'était une chaleur qui se propageait du point où sa petite main sale touchait sa jambe morte, remontant le long des muscles et des os qui n'avaient plus réagi à rien depuis l'accident. « Vous avez senti », murmura la fillette, et ce n'était pas une question. Des larmes ruisselèrent sur ses joues, tandis que sa sœur poussait un autre souffle déchirant. « Je sais que vous l'avez senti. S'il vous plaît, monsieur, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Elle n'a plus que quelques heures, peut-être moins. L'hôpital ne nous prendra pas sans papier, sans assurance. Mais vous pouvez les faire écouter. Sauvez-la, et je vous promets de vous rendre ce que vous avez perdu. » La bouche de Marc s'assécha. Son esprit chercha des explications rationnelles, coïncidences, spasmes musculaires, illusions, mais cette chaleur continuait de pulser dans sa jambe, impossible à nier. « Monsieur, » murmura Jacques, « les vigiles arrivent. On fait quoi? » Les 2 agents de sécurité s'approchaient déjà, le visage navré, mais déterminé. Ils allaient saisir les enfants, les jeter dehors, et cette petite au teint bleu mourrait dans une ruelle oubliée de tous, sauf de sa sœur désespérée. Marc regarda la fillette de 8 ans. Il la regarda vraiment. Au-delà de la saleté et du désespoir, il vit un amour farouche, une détermination inébranlable, et quelque chose d'autre. Quelque chose qui fit taire le tumulte dans son esprit, une certitude absolue. Elle croyait de tout son être qu'elle pouvait le faire marcher à nouveau. Les vigiles n'étaient plus qu'à 3 mètres. Le souffle de la petite devenait plus laborieux. La main de la fillette de 8 ans reposait toujours sur son genou, et cette chaleur impossible continuait à se répandre dans sa jambe morte. Mark Thorne avait bâti un empire en prenant des décisions calculées, sans jamais laisser l'émotion troubler son jugement. Mais en plongeant son regard dans ses yeux anciens et désespérés, il prit sans doute la décision la plus irrationnelle de sa vie. Il leva la main, stoppant les agents de sécurité net. « Jacques », dit-il d'une voix calme, sans rompre le contact visuel avec la fillette. « Appelle la docteure Sarah Chen à l'hôpital Necker. Dis-lui que nous arrivons avec une urgence pédiatrique et que je garantis personnellement les frais. Fais préparer la voiture maintenant. » Les yeux de la fillette s'écarquillèrent dans de nouvelles larmes roulant sur ses joues. Mais celles-ci étaient différentes. C'étaient des larmes d'espoir. « Comment t'appelles-tu » demanda Marc. « Lily » murmura-t-elle. « Lily Hayes, et voici Emma. » Elle baissa les yeux vers sa sœur mourante, puis les releva vers lui. « Merci, merci infiniment. Je vous promets de tenir ma parole. » « Nous verrons bien, » répondit Marc d'une voix plus douce. Il hocha la tête vers Jacques. « Aide-la avec précaution. » Tandis que Jacques prenait délicatement la petite Emma des bras épuisés de Lily et que la brasserie s'emplissait de chuchotements stupéfaits, Marc sentit cette chaleur continuer à battre dans sa jambe. Et pour la première fois depuis 2 ans, Mark Thorne se demanda si peut-être les miracles n'étaient pas totalement impossibles. La Mercedes filait à toute allure dans les rues de Paris, les gyrophares reflétés sur les vitrines. À l'arrière, Lily serrait le corps inerte d'Emma en murmurant une étrange mélodie. En chantonnant, ses mains émettaient une faible lueur, et la respiration d'Emma semblait se calmer un peu. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Marc, la regardant depuis le siège voisin. « Je la maintiens en vie, » répondit Lily d'une voix tendue par l'effort. « Mais je ne pourrai pas longtemps. Elle a besoin de vrais médecins. » La voiture s'arrêta en trombe devant l'hôpital Necker Enfants Malades, où la docteure Sarah Chen les attendait déjà avec une équipe d'urgence.
Poule faible température, 42 pneumonies possibles, cria-t-elle en évaluant Emma en quelques secondes. On y va. Lily voulut suivre, mais une infirmière la retint. Chérie, tu dois rester ici. Non, je ne peux pas la laisser, hurla Lily. Marc fit rouler son fauteuil en avant. Laisse-la entrer, Sarah, s'il te plaît. La médecin hésita, puis hocha la tête. D'accord. Reste près du mur, ma grande. On va sauver ta sœur. 3 heures semblèrent durer 3 ans. Quand la docteure Chen ressortit enfin, elle retira son masque. Elle est stable. Pneumonie bactérienne avec dénutrition sévère. 1 heure de plus et nous l'aurions perdue. Elle marqua une pause. Cette petite n'a pas quitté le chevet d'Emma. Et entre nous, je jurerais qu'elle récupère plus vite que la normale. Dans la chambre 304, Marc trouva Lily endormie sur la chaise, la main toujours posée sur celle d'Emma. Emma remua, ouvrit les yeux et lui sourit. « L'homme ange », murmura-t-elle. « Lily a dit qu'un ange viendrait me sauver. » La gorge de Marc se serra. « Je ne suis pas un ange petite. » Lily sursauta, vit les yeux ouverts d'Emma et fondit en larmes. « Tu vas bien, tu vas bien ?» Emma caressa les cheveux de sa sœur. « Ne pleure pas, l'homme ange m'a réparé. » Lily leva vers Marc un regard brûlant de détermination. « Merci. Maintenant, je tiendrai ma promesse, quoi qu'il m'en coûte. » Cette nuit-là, Marc fit apporter de la nourriture dans la chambre. Quand Lily mordit dans le sandwich, des larmes lui montèrent aux yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Marc inquiet. « Rien, » chuchota-t-elle. « C'est juste que je ne me souviens plus de la dernière fois où quelqu'un m'a donné à manger sans rien attendre en retour. Emma et moi vivons dans la rue depuis 8 mois. » Le cœur de Marc se serra. « Que s'est-il passé avec vos parents ?» Lily regarda sa sœur endormie. « Maman est morte quand Emma est née. Papa a essayé, mais il s'est mis à boire après avoir perdu son travail. Il est mort dans un accident de voiture il y a 15 mois. Ivre. L'État voulait nous séparer en famille d'accueil. Il disait qu'Emma serait plus facile à placer seule que personne ne veut d'une fille de 8 ans. Alors tu t'es enfui, dit doucement Marc. Oui. On a dormi dans des foyers des parcs sous des ponts. Parfois, je vole un peu de nourriture. Elle leva les yeux vers lui avec défi. Je sais que c'est mal, mais Emma doit manger. Je ne te juge pas, répondit Marc. Tu as fait ce qu'il fallait pour survivre. Lily posa son sandwich. Je dois vous parler de ce que je peux faire. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais je peux sentir l'énergie vitale des gens, des animaux, même des plantes. Et je peux la déplacer d'une partie saine vers une blessée, ou de mon corps vers celui d'un autre. Montre-moi, dit Marc. Lily prit la fleur fanée du vase sur la table de chevet. Elle la tint dans ses petites mains et ferma les yeux. Marc observa stupéfait, tandis que la couleur revenait dans le pétale. Les bords bruns devinrent d'un rouge éclatant, les tiges se redressèrent. En moins d'1 minute, la fleur morte semblait fraîchement cueillie. Mais lorsque Lily rouvrit les mains, elle était pâle, tremblante. « Ça te prend quelque chose, » comprit Marc. « Tout a un prix, » murmura Lily. « L'énergie ne se crée pas et ne se détruit pas, elle se transfère. Quand je guéris, je donne une partie de moi-même. » Maman connaissait mon don. Elle m'avait fait promettre de ne l'utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. Mais je ne pouvais pas regarder Emma mourir. Et quand j'ai touché votre jambe, j'ai senti quelque chose qui me dit que vous êtes censé marcher à nouveau. Marc regarda la fleur ranimée, puis cet enfant extraordinaire. De quoi as-tu besoin? De tant de confiance et d'un endroit sûr pour Emma pendant que je travaille. Vous guérir ne sera pas rapide. Des semaines, peut-être des mois. Tes blessures sont graves, mais je peux le faire. Marc prit sa décision.
Toi et Emma, vous resterez chez moi. Vous aurez tout ce qu'il faut, nourriture, vêtements, sécurité. En échange, tu essaieras de me guérir. Mais, Lily, si cela devient trop difficile, on arrête. Compris, compris. Ils se serrèrent la main, un milliardaire et une enfant des rues, concluant un accord qui allait tout changer. La propriété de Mark Thorne, un manoir à Neuilly-sur-Seine, était une forteresse d'isolement. Depuis 2 ans, il s'y cachait du monde, derrière de hauts portails en fer forgé et un vaste jardin de 5 hectares. Lorsque la voiture franchit les grilles, Emma colla son visage contre la vitre. « C'est comme un château de princesse », souffla-t-elle émerveillée. À l'entrée, Patricia Green, la gouvernante, les attendait. En voyant les 2 fillettes maigres et fatiguées, son expression s'adoucit. « Vos invités, Monsieur Thorne. Patricia, voici Lily et Emma Hayes. Elles vont rester avec nous. Préparez les chambres de l'aile est, celles avec la porte communicante. »« Bien sûr, monsieur. » Puis se tournant vers les filles. « Vous avez faim, mes chéries ?» Emma hocha la tête avec enthousiasme. La main de Lily se resserra sur l'épaule de sa sœur. « Nous ne voulons pas déranger. » Quelle absurdité! Venez, je vais vous montrer vos chambres. Ce soir-là, après qu'Emma eut été bordée dans son nouveau lit, enchantée par les peluches que Patricia avait disposées autour d'elle, Lily rejoignit Mark dans sa salle de sport privée. « Cela ira, » dit-elle en examinant les équipements. « Nous commencerons sur le tapis. Mais Mark, il faut que vous compreniez. Ce que je vais faire va vous faire très mal. Je vais reconnecter votre système nerveux, forcer les nerfs morts à se réveiller. La douleur sera pire que celle de l'accident. » Mark serra la mâchoire. « Je peux supporter la douleur. Et toi? » Lily le fixa un instant. « Parce que vous passez depuis 2 ans à tout engourdir. Vous n'êtes pas seulement paralysé des jambes, Mark. » Elle posa une main sur sa poitrine. « Vous êtes paralysé ici. Votre fiancée est morte dans cet accident, n'est-ce pas? » Mark sentit son souffle se bloquer. « Comment sais-tu ça? Je le vois dans votre énergie. Il y a une blessure plus profonde que celle de votre colonne vertébrale. Tant que vous ne guérirez pas celle-là, votre corps ne guérira pas complètement non plus. Concentrons-nous simplement sur mes jambes, » dit Mark d'un ton sec. Lily hocha la tête. « Allongez-vous sur le tapis. » Mark s'exécuta ses jambes inertes, étendues devant lui. Lily posa ses petites mains sur son genou gauche. « Prêt, vas-y. » La chaleur vint d'abord douce et apaisante. Puis la douleur frappa, comme la foudre, un feu brûlant dans les veines mortes. Mark haleta les mains crispées. « Respirez, » lança la voix tendue de Lily. « C'est votre corps qui se réveille, qui se souvient. » La sueur perla sur son front. La douleur s'intensifia, mais une partie de lui l'accueillait. La douleur, c'était la sensation, c'était la vie. Quand elle retira enfin ses mains, Mark resta étendu, tremblant. La douleur s'estompa, laissant un étrange picotement dans sa jambe gauche, une sensation là où il n'y en avait plus. Lily était pâle, vacillante, des cernes sombres sous les yeux. Elle semblait avoir couru un marathon. « Ça va ?» demanda Mark inquiet. « Ça va. Demain, nous irons plus loin. D'ici 1 semaine, vous devriez pouvoir bouger vos orteils. » Mark regarda ses pieds. « Tu es sérieuse. »« Je ne plaisante jamais avec ça. Vous marcherez à nouveau, Mark Thorne. Mais vous devez me faire confiance et être patient. » Pour la première fois depuis l'accident, Mark ressentit autre chose que le désespoir, la possibilité. 3 semaines passèrent et le manoir se transforma. Emma remplit les couloirs vides de rire, adopta le chat de Mark Winston et passa des heures à la bibliothèque avec Patricia. Sa force revenait de jour en jour, au grand étonnement de la Dr. Chen. Mais chaque soir, Lily accomplissait ses miracles.
Les séances ne devenaient jamais plus faciles, mais Marc apprit à accepter la douleur, car après chacune, il sentait un peu plus. Le 5e jour, il bougea l'un de ses orteils droits. Lily pleura de joie. Le 12e, il plia le genou gauche. Patricia entra, les surprit en train de célébrer, et referma doucement la porte sans poser de questions. Le 18e jour, debout, entre deux barres parallèles, soutenu par Lily Marc, fit son premier pas, un vrai pas. Jacques observa la scène, un mélange d'admiration et d'inquiétude dans les yeux. Au 22e jour, Marc remarqua Lily, assise sur un banc après leur séance, la tête baissée, respirant difficilement. « Lily, dit-il en s'approchant. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« Rien, répondit-elle. Mais lorsqu'elle releva la tête, une fine traînée de sang coulait de son nez. « Ce n'est pas rien, dit Marc en pressant une serviette contre son visage. « Depuis combien de temps ça dure? C'est la première fois aujourd'hui. »« On arrête tout de suite, déclara Marc. « C'est fini. Je peux me lever, faire quelques pas, c'est suffisant. »« Non, s'écria Lily les yeux en feu. Ce n'est pas suffisant. Vous n'êtes pas encore guéri. J'ai promis de vous faire vraiment marcher. »« Pas au prix de ta santé, répliqua Marc. « Regarde-toi. Tu es épuisé. Tu manges à peine, tu maigris. »« Je ne vais pas mourir. Ça demande juste plus d'énergie que prévu. Mais je peux le faire. » Marc contempla son visage pâle, ses mains tremblantes. « On fait une pause. 1 semaine, minimum. Tu dois te reposer. Et ce n'est pas une demande, c'est une condition. » Il adoucit sa voix. « Tu as tenu ta promesse. Je peux me tenir debout, c'est déjà plus que ce que n'importe quel médecin jugeait possible. Ne me demande pas de te regarder te détruire. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes. « C'est tout ce que j'ai à donner. Je ne peux pas vous rembourser autrement. C'est la seule valeur que j'ai. »« Stop, » dit Marc fermement en lui prenant la main. « Ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais pour moi. Tu es une enfant. Une enfant extraordinaire, assez généreuse pour aider un homme amer qui t'a ri au nez. Repose-toi pour Emma qui a besoin d'une grande sœur en bonne santé. » Marché conclu. Lily hocha la tête à contre-cœur. « D'accord. 1 semaine. » Les jours suivants, Marc la regarda reprendre des forces. Elle mangeait mieux, riait aux blagues d'Emma, apprenait à faire des biscuits avec Patricia. Elle redevenait enfin une enfant. Pendant l'un de ces moments de calme, Jacques s'approcha de Marc, un dossier à la main. « Les informations que vous aviez demandées, monsieur, » dit Jacques, tendant un dossier. « Et tout ce que Lily vous a raconté est vrai. La mère est morte en couche, le père dans un accident de voiture en état d'ivresse. Les filles ont disparu du système de placement. Il existe un dossier ouvert. Les services sociaux les recherchent encore. » L'estomac de Marc se noua. Ils essaieront de les reprendre. Très probablement, nous devrions contacter un avocat pour entamer une procédure de tutelle légale. Faites-le, quoi qu'il en coûte. Jacques hésita. Il y a autre chose. La mère Jennifer Hayes étudiait les soins infirmiers et avait rédigé des mémoires sur la médecine alternative et la guérison énergétique. Un professeur a noté qu'elle avait une intuition inhabituelle concernant ses patients. Elle avait peut-être le même don que Lily. Et si c'est le cas, certaines personnes pourraient s'y intéresser, chercheurs laboratoires, pharmaceutiques, organismes gouvernementaux. Cela reste privé, trancha Marc d'une voix glaciale. Je ne laisserai personne transformer Lily en cobaye. Déposez le dossier de tutelle et rendez-le inattaquable. Ce soir-là, Marc montra à Lily les travaux de recherche de sa mère. « Maman savait guérir aussi, » murmura Lily les yeux écarquillés. « Oui, elle croyait à la transmission d'énergie vitale. Elle l'avait étudiée en profondeur. Ton don vient peut-être d'elle. » Lily prit les papiers d'une main tremblante, fixant le nom de sa mère.
Je ne savais pas qu'elle m'avait laissé quelque chose d'aussi précieux. Cette capacité de guérir, c'est une part d'elle qui vit en toi, dit doucement Marc. Lily essuya ses larmes. Et vous? Vous la regrettez, votre fiancée. Marc inspira lentement. Chaque jour, elle s'appelait Rebecca. Nous devions nous marier 2 semaines après l'accident. Hélas morte sur le coup. Je me suis toujours tenu pour responsable. Je conduisais. C'est pour ça que vous avez ri de moi ce soir-là, parce que vous aviez tout abandonné. Oui, j'avais tout abandonné. Et puis, une petite fille est venue faire une promesse impossible. Il désigna ses jambes. Et nous voilà. Vous allez remarcher, dit Lily avec certitude. Et quand vous pourrez vous tenir debout devant la tombe de Rebecca et lui dire que vous allez bien, peut-être que vous pourrez vous pardonner. Marc sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, le mur autour de son chagrin. Merci, Lily sourit. C'est ce que fait une famille. On s'aide à guérir. Le mot famille resta suspendu entre eux plein de promesses. La 11e nuit, Lily frappa à la porte de son bureau. « Je suis prête. Finissons ce qu'on a commencé. » La séance fut différente. Les mains de Lily étaient plus chaudes, presque brûlantes. La douleur était plus vive, mais Marc sentait la sensation revenir dans ses jambes. Quand tout s'arrêta, Lily haletait, mais elle souriait. « Essayez de vous lever sans les barres. » Le cœur de Marc battait à tout rompre. « Je ne crois pas. » « Essayez. » Lentement, Marc s'appuya sur ses bras et se redressa. Ses jambes tremblaient, mais elles tinrent. Il se tenait debout, sans appui pour la première fois depuis 2 ans. « Mon Dieu! » « Faites un pas, » encouragea Lily. Marc leva le pied droit. Il le souleva vraiment. Le posa prit appui, puis l'autre encore un pas, puis un 3e, avant que ses jambes ne cèdent. Lily éclata en sanglots et en rires mêlés. « Vous l'avez fait, on l'a fait ensemble. » Ils célébrèrent avec du chocolat chaud, réveillant Emma qui insista pour voir Marc marcher. Patricia essuya des larmes. Même Jacques sembla ému. Mais cette nuit-là, Marc trouva Lily assise dans le couloir tremblante. « Lily, qu'est-ce qui ne va pas? » Elle leva vers lui un regard effrayé. « Je dois vous dire quelque chose que j'aurais dû vous dire dès le début. » Le sang de Marc se glaça. « Quoi? » « La guérison ne prend pas seulement mon énergie, elle prend ma vie, littéralement. » Sa voix se brisa. « Chaque fois que je guéris quelqu'un, je lui donne une part de ma force vitale. Des jours, des semaines, des mois. Je raccourcis ma vie pour prolonger la vôtre. » Marc reçut ces mots comme un coup en plein cœur. Quoi? C'est pour ça que maman m'avait fait promettre de ne jamais l'utiliser. Elle savait. Lily enfouit son visage dans ses genoux. « Je le sens. Chaque séance me laisse plus faible pour toujours. »« Alors, on arrête tout de suite, » dit Marc sans hésiter. « Non, vous y êtes presque. 2 semaines encore et vous serez complètement guéri. Qu'est-ce que quelques mois de ma vie comparés à des décennies des vôtres? »« Ta vie vaut plus que mes jambes, » s'écria Marc. « Tu as 8 ans toute ta vie devant toi. » « Et je choisis d'en donner une partie pour vous aider, » coupa Lily. « C'est mon choix, ma raison d'être. Vous avez sauvé la vie d'Emma. Laissez-moi vous rendre la vôtre. Pas comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le prix. » Ils restèrent assis dans le couloir, chacun prisonnier d'une situation impossible. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? » demanda enfin Marc. « Est-ce que vous m'auriez laissé commencer si vous l'aviez su? » Non, j'aurais refusé. Voilà. Lily s'adossa à son fauteuil roulant. J'ai eu froid, faim, peur pendant si longtemps. Mais pour la première fois, j'ai du pouvoir. Je peux faire quelque chose qui compte. S'il vous plaît, ne me l'enlevez pas. Marc ferma les yeux tiraillés entre son désir de marcher
et l'affection grandissante qu'il ressentait pour cet enfant. Si on continue, tu dois me promettre une chose. N'importe quoi. Quand je serai guéri, tu n'utiliseras plus jamais ce don, pour personne. Tu garderas le reste de ta vie pour toi, pour grandir avec Emma. Tu deviendras une enfant normale. Et si Emma retombait malade? Nous aurons des médecins les meilleurs soins possibles. Plus de miracles au prix de ta vie. C'est ma condition. D'accord. Marché conclu. Après votre guérison, je range mes mains de guérisseuse. Marc esquissa un sourire fatigué. Et j'entamerai la procédure d'adoption pour toi et Emma. Vous serez officiellement mes filles. Vous n'aurez plus jamais à craindre d'être séparées. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Vous voulez nous adopter? Je veux une famille à nouveau. Et je crois que toi aussi. Lily se jeta dans ses bras pleurant. Oui, oui, s'il vous plaît. Tu es déjà une fille extraordinaire, murmura Marc. Tu es déjà chez toi. Cette nuit-là, Mark Thorne resta éveillé, les yeux fixés au plafond, pensant au sacrifice et aux secondes chances. Lily lui avait donné une partie de sa vie pour lui rendre la sienne. Il se jura que le reste de sa vie à elle serait digne d'être vécu, parce que c'est ce que font les familles. Elles se sauvent mutuellement. 2 semaines après leur accord, Mark pouvait traverser son bureau sans aide. Sa démarche restait hésitante, son endurance limitée à une quinzaine de minutes. Mais c'était un progrès qui défiait tous les diagnostics médicaux. Lily, en revanche, déclinait. C'était subtil au début, elle dormait davantage, se fatiguait vite dans la journée. Mais à la fin de la 2e semaine, Marc remarqua que ses mains tremblaient sans cesse et qu'elle avait perdu encore du poids malgré tous les efforts de Patricia pour la nourrir. 3 séances de plus, insista Lily au petit déjeuner en poussant distraitement son bol de porridge. Peut-être 4, et vous serez complètement guéri. Emma inquiète chuchota à Marc. Elle ne mange presque plus. Elle me force à finir mon assiette, mais elle ne mange jamais. Marc prit une décision. Lily, il faut qu'on parle. Dans mon bureau après le petit déjeuner. Dans son étude, il ferma la porte et fit face à la fillette qui en 2 mois était devenue comme une fille pour lui. Ça s'arrête aujourd'hui. Plus de séances. Mais vous n'êtes pas encore complètement guéri. Vous ne pouvez pas courir, vous ne pouvez pas. Je peux marcher, Lily. Je peux me tenir debout. C'est un miracle que je n'espérais plus. Il avança lentement en fauteuil, il l'utilisait encore pour les longues distances. Regarde-toi, tu disparais sous mes yeux. Quel que soit l'accord qu'on a passé, il ne vaut pas ta vie. Le menton de Lily trembla. Vous ne comprenez pas, j'y suis presque. Encore quelques séances? Non. La voix de Marc était ferme, mais douce. Je préférerais passer le reste de ma vie dans ce fauteuil plutôt que de te voir t'éteindre. Tu m'as déjà assez donné. Plus qu'assez. Des larmes coulèrent sur les joues pâles de Lily. Je voulais seulement tenir ma promesse, aller jusqu'au bout. Tu l'as tenue, assura Marc. Tu m'as fait marcher. Le fait que je ne puisse pas courir un marathon ne change rien à ce miracle. Avant qu'elle ne réponde, Patricia fit irruption, le visage blême. « Monsieur Thorne, il y a des gens ici, des agents de la protection de l'enfance. » Le sang de Marc se glaça. « Quoi? 2 travailleurs sociaux et un policier. Ils demandent à voir Lily et Emma Hayes. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent de terreur. « Ils vont nous emmener. Ils vont nous séparer. »« Pas question, » dit Marc d'une voix calme et tranchante. « Pas tant que je respire. » Il se tourna vers Patricia. « Faites-les patienter. Dites-leur que j'arrive dans 5 minutes. » Puis à Lily, « Écoute-moi attentivement. J'ai déposé les papiers de tutelle il y a 2 semaines. Mon avocat m'a dit que le traitement prendrait du temps, mais je ne les laisserai pas t'emmener. Tu me fais confiance? » Lily hocha la tête tremblante. « Monte à l'étage.
Reste avec Emma. Ne descends que lorsque je t'appellerai. Compris. Dès qu'elle eut disparu, Marc prit une profonde inspiration. Puis, lentement, délibérément, il se leva de son fauteuil. Ses jambes protestèrent tremblantes sous l'effort, mais elles tinrent. Il marcha, jusqu'à son dressing, enfila sa veste de costume. S'il devait se battre pour ses filles, il le ferait debout. Dans le grand hall, 2 assistants sociaux, Madame Harper, au visage sévère, et Monsieur Cole, plus jeune, se tenaient avec un policier, l'officier Daniels. Leur expression passa de l'indifférence administrative à la stupeur quand Marc entra en marchant. « Monsieur Thorne », balbutia Madame Harper se ressaisissant. « Nous n'étions pas au courant que vous pouviez… Enfin, nous sommes ici au sujet de Lily et Emma Hayes. Nous avons reçu des rapports indiquant qu'elles vivent chez vous. »« C'est exact, » répondit Marc, restant debout malgré la douleur. « Ce sont mes invités et bientôt légalement mes filles. J'ai déposé une demande de tutelle. »« Ces documents ne sont pas encore validés, » répondit sèchement Madame Harper. « Les filles sont pupilles de l'État. Nous avons une ordonnance du tribunal pour les placer sous protection. »« Sur quel motif ?» demanda Marc. « Elles sont en sécurité, ici nourries, soignées, éduquées. »« Que pourriez-vous vouloir de plus ?» Monsieur Cole intervint d'un ton plus conciliant. « Monsieur Thorne, nous savons que vos intentions sont bonnes, mais il y a des procédures à suivre. Contrôle d'antécédents, étude du foyer, évaluation psychologique. On ne peut pas simplement accueillir des enfants sans passer par le système. » « Le système voulait les séparer, » répliqua Marc. « Cette fillette de 8 ans a été la seule mère que sa sœur ait jamais connue. Votre système les a abandonnés. »« Quoi qu'il en soit, » dit Madame Harper d'une voix glaciale, « nous avons nos ordres. Veuillez faire descendre les filles. »« Non. » Le mot tomba dans le silence lourd comme un défi. L'officier Daniels s'avança la main sur sa ceinture. « Monsieur, ne rendez pas cela difficile. » Marc sortit son téléphone et composa un numéro. « Maître Chen, c'est Marc Thorne. J'ai besoin de vous chez moi immédiatement. Oui, maintenant. Les services sociaux tentent de m'enlever mes enfants. Apportez toutes les armes juridiques que vous avez. Maître Robert Chen, le meilleur avocat en droit de la famille de Paris, et frère de la docteure Sarah Chen, arriva 20 minutes plus tard avec une associée portant des dossiers. Sa présence changea instantanément l'atmosphère. « Madame Harper, Monsieur Cole, » dit-il calmement. « Je représente Monsieur Thorne dans sa demande de tutelle. Vous trouverez tout en ordre. » Une garde provisoire a déjà été accordée par la juge Morrison en attendant l'audience complète. Le visage de Madame Harper se teinta de rouge. « Ce n'est pas possible, nous n'avons reçu aucune notification. »« Vérifiez auprès de votre direction, » suggéra Maître Chen. « J'ai déposé l'ordonnance d'urgence il y a 3 jours, dès que nous avons appris qu'une recherche active des enfants était en cours. Monsieur Thorne dispose d'une garde légale temporaire jusqu'à l'audience du mois prochain. » L'officier Daniels recula légèrement soulagé. « S'il y a une ordonnance judiciaire, ça change tout. » Madame Harper sortit son téléphone, passa un appel et son visage se crispa d'irritation croissante à mesure que la confirmation tombait. Enfin, Madame Harper raccrocha son téléphone. « Ce n'est pas terminé, Monsieur Thorne. Nous allons effectuer une évaluation complète du foyer. Au moindre signe d'irrégularité, ces enfants seront immédiatement retirés de votre garde. » « Vous ne trouverez rien d'irrégulier, » répondit Marc calmement. « Parce que, contrairement à votre système, moi, je me soucie vraiment de les garder ensemble. » Lorsqu'ils partirent enfin, les jambes de Marc cédèrent sous lui. Il se rattrapa au mur, tandis que Maître Chen lui saisissait le bras. « Attention, je croyais que vous ne pouviez pas… Attendez, vous pouvez marcher maintenant. »« Développement récent, » répondit Marc haletant. « Merci, Robert, pour tout. »« Remerciez surtout ma sœur, » dit l'avocat.
C'est Sarah qui m'a appelé le lendemain de l'admission d'Emma. Elle m'a dit que vous aviez recueilli ses filles et que vous auriez probablement besoin d'aide juridique. Robert le fixa plus grave. C'est sérieux, Mark. L'audience du mois prochain déterminera si vous les gardez. Ils vont tout examiner vos finances, votre santé, votre équilibre mental après la mort de Rebecca. Vous êtes prêt à ça. Mark pensa à Lily terrifiée à l'idée d'être séparée de sa sœur, à Emma qui l'appelait maintenant « Tonton Mark » et dessinait chaque jour des images de leur nouvelle maison heureuse. « Oui », répondit-il d'une voix ferme, « je suis prêt. » Cette nuit-là, après avoir rassuré les deux filles qu'elles ne partiraient à nulle part, Mark trouva Lily sur la terrasse arrière, les yeux perdus dans les étoiles. « Merci », dit-elle doucement. « Je te le promets, je me battrai toujours pour vous deux, » répondit Mark. Il s'assit à côté d'elle, sa scie pas roulée dans son fauteuil. « Tu m'as rendu mes jambes, Lily. Le minimum que je puisse faire, c'est de vous offrir à toi et à Emma un vrai foyer. J'ai peur pour l'audience, et si on ne nous laisse pas rester, ils le feront, dit-il avec plus de confiance qu'il n'en ressentait. Je te le promets. » Mais en observant le ciel, Mark se demanda s'il venait de faire une promesse que même les miracles de Lily ne pouvaient garantir. 3 jours plus tard, l'étude du foyer commença. Madame Harper arriva bloc-notes à la main, appareil photo en bandoulière et un air qui trahissait son intention de trouver une faille. Elle inspecta chaque pièce, prit des dizaines de photos, interrogea longuement Patricia et Jacques. Elle examina les chambres des filles, leurs vêtements, vérifia le réfrigérateur et le garde-manger. Son agacement devint évident lorsqu'elle ne trouva rien à redire. « Les enfants semblent matériellement bien soignés, » admit-elle du bout des lèvres. « Mais, Monsieur Thorne, j'ai des doutes quant à vos capacités parentales compte tenu de votre condition. »« Ma condition », répéta Mark, la voix glaciale. « Vous étiez paralysé. Vous avez subi un traumatisme sévère. Suivez-vous une thérapie? Êtes-vous émotionnellement stable? Pouvez-vous physiquement vous occuper de 2 jeunes filles? » La colère monta, mais Mark se maîtrisa. « Je suis suivi régulièrement par la docteure Patricia Winters, psychologue, à Paris Psyché Associés. Ma rééducation physique est une réussite éclatante, comme vous pouvez le constater. Et oui, je peux m'occuper d'elle. » Pour le prouver, il se leva et traversa son bureau, 6 mètres d'une marche ferme et droite. Les yeux de Madame Harper s'écarquillèrent. « Vos dossiers médicaux indiquent que vous ne marcheriez plus jamais, » dit-elle soupçonneuse. « Les médecins se trompent parfois, » répliqua Mark. « J'en suis la preuve vivante. » Après son départ, Lily sortit de sa chambre où elle s'était cachée avec Emma pendant l'inspection. « Elle ne vous aime pas. »« Elle n'aime personne, » répondit Mark. « Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas elle qui décidera. Ce sera la juge. » Au cours des 2 semaines suivantes, la vie de Mark devint un livre ouvert, relevé financier en quête de moralité, évaluation psychologique, tout fut scruté. Ses associés furent interrogés, ses médecins questionnés sur son état mental après la mort de Rebecca. La docteure Sarah Chen remit un rapport médical élogieux sur la guérison d'Emma. Patricia donna un témoignage émouvant sur la manière dont les fillettes avaient redonné vie à la maison. Même Jacques, d'ordinaire réservé, parla avec passion du changement qu'il avait vu chez Mark depuis leur arrivée. Mais la pièce la plus décisive vint d'une source inattendue. La docteure Patricia Winters, sa thérapeute, demanda une entrevue privée. Femme d'une 50aine d'années, cheveux gris, mêlés de mèches argentées, regard doux, qui semblait tout comprendre. « Mark, je dois être honnête quant à ce que je vais dire au tribunal, » commença-t-elle pendant leur séance. « Vous êtes venu me voir il y a 2 ans, profondément dépressif, parfois suicidaire. Vous étiez en colère amère, rejetant tout le monde. Vous aviez abandonné la vie.
Le cœur de Mark se serra. C'était exactement le genre de constat que Madame Harper voulait entendre pour prouver son instabilité. Mais Dr. Winters poursuivit. Et pourtant, ce dernier mois, je vous ai vu vous transformer. Vous avez retrouvé un but. Vous vous intéressez à nouveau à la vie. Vous souriez, Mark. Quand aviez-vous souri pour la dernière fois avant que ces filles n'entrent dans votre vie? Mark réfléchit. Je ne m'en souviens pas. Voilà. Ces enfants ne sont pas un fardeau. Elles vous sauvent autant que vous les sauvez. Et c'est exactement ce que je dirais à la cour. La veille de l'audience, Lily demanda à parler à Mark en privé. Ils allèrent dans son bureau et elle referma soigneusement la porte. « Je veux témoigner demain, » déclara-t-elle. « Lily, tu n'es pas obligée. »« Si, vous vous battez pour nous. Laissez-moi me battre pour vous aussi. » Sa mâchoire était serrée, son regard décidé. « Je dirai à la juge que vous êtes la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. Que vous avez sauvé Emma, que vous nous avez donné un foyer, que vous nous traitez comme si nous comptions vraiment. » Mark sentit sa gorge se nouer. « Vous comptez plus que vous ne l'imaginez. »« Alors laissez-moi vous aider, » insista Lily. « S'il vous plaît. » Le lendemain matin, ils prirent la route du tribunal judiciaire de Paris. Mark Thorne portait son plus beau costume lorsqu'il entra dans la salle d'audience sur ses propres jambes. À sa droite marchait Lily, à sa gauche Emma, la main serrée dans la sienne. L'image était puissante, celle d'un homme qui avait vaincu l'impossible assez fort pour protéger ses enfants. La juge Morrison, une femme noire, d'une soixantaine d'années, au regard perçant et au visage impassible, écoutait en silence, tandis que Madame Harper exposait son dossier des inquiétudes quant à la richesse de Mark qui pourrait lui faire croire qu'il est au-dessus du système, des doutes sur sa stabilité émotionnelle, des interrogations sur ses capacités parentales. Puis Maître Chen prit la parole. Il présenta les rapports médicaux, les relevés financiers, les témoignages de moralité, prouvant que Mark pouvait offrir aux filles un avenir sûr et stable. Quand Dr. Winters témoigna de la transformation psychologique de Mark, plusieurs personnes dans la salle essuyèrent discrètement leurs larmes. Enfin, la juge Morrison se tourna vers Lily. « Mademoiselle Hayes, vous avez 8 ans. Savez-vous ce qui se passe ici? » « Oui, votre honneur, » répondit Lily d'une voix claire. « Vous devez décider si on peut rester avec Mark. »« Et qu'aimeriez-vous? » Lily se redressa, le menton levé. « Je veux rester avec lui. Mark n'était pas obligé de nous aider ce soir-là au restaurant. Il aurait pu nous ignorer comme tout le monde, mais il ne l'a pas fait. Il a sauvé la vie de ma sœur. Il nous a donné une maison à manger, des vêtements. Mais plus encore, il nous a donné une famille. Il lit des histoires à Emma avant de dormir. Il m'aide pour mes devoirs. Il m'a appris à faire du vélo. En un mois, il a été plus un père pour nous que quiconque dans toute notre vie. » Le visage de la juge s'adoucit légèrement. « C'est une réponse très mûre, mademoiselle Hayes. J'ai dû être mûr, votre honneur. Je m'occupe d'Emma depuis qu'elle est née. Mais avec Mark, pour la première fois, je peux être une enfant moi aussi. S'il vous plaît, ne nous enlevez pas ça. » Le silence tomba sur la salle. Mark aperçut des larmes sur les joues de Patricia. Même Jacques paraissait ému. La juge Morrison prit quelques notes, puis releva la tête. « Ma décision sera rendue en fin de journée. Audience levée. » L'attente fut un supplice. De retour au manoir, personne ne toucha au déjeuner. Emma restait accrochée à Mark, lui demandant toutes les 5 minutes s'ils allèrent devoir partir. Lily faisait les 100 pas, pâle nerveuse. Enfin, vers 16 heures, Maître Chen appela. Mark répondit les mains tremblantes. « Oui, nous avons gagné », annonça Robert, un sourire audible dans sa voix. « La juge Morrison accorde la tutelle complète.
Lily et Emma sont officiellement les vôtres. Félicitations, Marc. Vous êtes père. Marc s'effondra dans son fauteuil submergé. Merci. Merci infiniment. Il raccrocha et leva les yeux vers les deux filles qui le fixaient pleines d'espoir. Vous restez ici, pour toujours. Vous êtes mes filles maintenant. Lily et Emma poussèrent un cri de joie et se jetèrent dans ses bras. Ils s'effondrèrent dans un mélange de rires et de larmes. Patricia apporta du champagne pour les adultes, du jus pétillant pour les enfants. Même Winston le chat semblait sentir la fête ronronnant à tue-tête. Cette nuit-là, après qu'Emma se fût endormie, Lily rejoignit Marc dans son bureau. « Merci de nous avoir voulu, de t'être battu pour nous. »« Merci à toi, » répondit-il, « de m'avoir donné une raison de me battre à nouveau. » Lily lui sourit, mais Marc remarqua sa pâleur. « Tu te sens bien? »« Juste fatigué. C'était une journée éprouvante, » dit-elle en bâillant. « Je vais me coucher. » Quand elle partit, Marc resta seul méditant sur le miracle de ce moment. 1 mois plus tôt, il était seul amer, sans espoir. À présent, il avait 2 filles, une raison de se lever, chaque matin un avenir. Mais une inquiétude rongeait son esprit. Lily était toujours trop pâle, trop mince, toujours fatiguée. Et il craignait que le prix qu'elle ait payé pour son miracle soit bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Octobre arriva avec ses feuillages flamboyants et son air vif. Marc inscrivit les filles dans une école privée, proche du domaine. Emma s'y épanouit aussitôt, se fit des amis et rapportait à la maison des dessins de leur nouvelle famille. Mais Lily avait du mal à suivre. « Elle s'endort encore en classe », rapporta la maîtresse Madame Anderson lors d'une réunion. « Et elle est souvent pâle tremblante. L'avez-vous récemment emmenée chez un médecin? » Marc prit rendez-vous immédiatement avec la docteure Sarah Chen. L'examen fut minutieux. Analyse de sang, contrôle complet, questions sur son alimentation et son énergie. Quand les résultats arrivèrent, Sarah appela Marc dans son bureau, le visage grave. Son bilan est préoccupant. Elle est anémiée. Ses globules blancs sont bas. Elle montre des signes de fatigue chronique. Marc, c'est comme si son corps était vidé de sa substance. Est-ce qu'elle a été malade? Soumise à un stress inhabituel? Marc pensa aux séances de guérison, à cette énergie vitale que Lily avait transférée en lui. Elle a beaucoup traversé. La rue, la peur, le procès. « Je veux faire d'autres tests, » dit Sarah. « Il faut écarter la leucémie ou d'autres maladies du sang. » Le mot leucémie frappa Marc comme un coup de poing. « Quand? Demain matin. Ne t'inquiète pas trop. Ce n'est peut-être rien, mais il faut vérifier. » Cette nuit-là, Marc ne trouva pas le sommeil. Il fit les 100 pas avant d'aller frapper doucement à la porte de Lily. « Entre, » dit une voix fatiguée. Elle était assise sur son lit, lisant à la lumière d'une lampe. « Toi non plus, tu ne dors pas ?» demanda-t-elle. Marc s'assit au bord du lit. « Lily, sois honnête avec moi. Comment te sens-tu vraiment? » Elle posa son livre. « Fatiguée tout le temps. J'ai mal aux os. Parfois, j'ai la tête qui tourne. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? »« Parce que tu t'en serais voulu, » répondit-elle simplement. « Et ce n'est pas ta faute. C'était mon choix de te guérir. Sarah veut faire des tests demain. Elle craint que ce soit le cancer, » compléta Lily. Marc baissa les yeux. « Je n'ai pas le cancer, Marc. J'ai exactement ce que je t'ai dit. J'ai donné une partie de ma force vitale pour te soigner. C'est le prix. Et il n'y a aucun moyen de le récupérer, » demanda-t-il d'une voix brisée. Lily secoua la tête. « Ça ne marche pas comme ça. Une fois donné, c'est pour toujours. » Mais Marc murmura. « Lily, ne sois pas si triste. Je ne regrette rien. Pas une seule seconde. »« Comment peux-tu dire ça ?» s'étrangla-t-il. « Tu t'affaiblis de jour en jour. Et toi, tu deviens plus fort,
répondit-elle doucement. Tu marches maintenant. Tu cours même un peu. Tu peux être un vrai père pour moi et pour Emma. Ça vaut tous les prix du monde. Marc sentit les larmes lui monter aux yeux. Tu es trop jeune pour faire de tels sacrifices. Je suis assez grande pour savoir ce qui compte pour moi, dit-elle avec une dignité tranquille. Toi, Emma, la famille, c'est tout ce qui importe. Le reste, elle haussa les épaules. Ce ne sont que des détails. Les analyses du lendemain ne révélèrent aucun cancer, ce qui aurait dû être un soulagement. Mais Dr. Chen paraissait perplexe. C'est comme si son corps vieillissait prématurément, expliqua-t-elle. Ces marqueurs cellulaires correspondent à ceux d'une personne bien plus âgée. Je n'ai jamais vu ça. Quel est le traitement? Demanda Marc désespéré. Repos, bonne alimentation, vitamines, mais Marc, je ne comprends pas la cause. Sans cause, je ne peux pas vraiment agir. Parce que la cause, c'était la magie, les miracles, des dons que la science ne pouvait pas expliquer. Marc rentra chez lui, le cœur lourd. Les semaines suivantes, il observa Lily avec attention. Elle tentait de masquer sa fatigue, mais il la surprenait souvent en train de somnoler après l'école. Elle jouait avec Emma, mais s'épuisait vite. Ses devoirs, autrefois simples, lui demandaient vent des heures. Un après-midi, il la trouva assise au piano du salon de musique. Ils avaient découvert récemment qu'elle avait un talent naturel, sans jamais avoir pris de cours. Elle jouait une mélodie envoûtante, la même qu'elle avait fredonnée cette nuit-là dans la voiture où ils avaient sauvé Emma. « Où as-tu appris cette chanson ?» demanda Marc en s'asseyant à côté d'elle. « C'est maman qui me la chantait » répondit Lily, ses doigts glissant sur les touches. Elle disait que c'était une chanson de guérison transmise dans notre famille. Quand tu la chantes, tu dis à l'univers ce dont tu as le plus besoin. « Et toi, Lily, de quoi as-tu le plus besoin ?» demanda-t-il doucement. Les mains de la fillette s'immobilisèrent. « Que Emma soit heureuse, que toi tu sois complet, qu'on reste ensemble, et toi, ce que toi tu veux. » Un long silence. Je veux plus de temps. Mais je connaissais le prix quand j'ai fait mon choix. Je n'avais juste pas pensé à ce que ce serait de regarder Emma grandir pendant que je ralentis. Elle m'a déjà rattrapé en énergie, en force. Bientôt, elle me dépassera. Marc la serra contre lui. Je vais trouver un moyen de te guérir. Il doit bien exister quelque chose, un traitement, un médecin quelque part. Non, Marc, murmura-t-elle contre sa poitrine. Ce n'est pas possible. Mais c'est d'accord, vraiment. J'ai bien plus que je n'aurais jamais espéré, une maison, un père, un avenir pour Emma. C'est suffisant. Mais pour Marc, ce n'était pas suffisant. Cette nuit-là, il commença à fouiller tout ce qu'il pouvait sur la force vitale. La guérison énergétique, la médecine traditionnelle, tout ce qui pourrait aider Lily. Il appela des spécialistes du monde entier, dépensa des fortunes en consultations parallèles, contacta même des guérisseurs spirituels. Rien, parce que le don de Lily était unique et le prix qu'elle avait payé irréversible. 3 semaines avant Noël, Marc prit une décision. Il convoqua le conseil d'administration de son entreprise et annonça sa démission du poste de PDG. Il resterait président, mais quelqu'un d'autre gérerait les affaires quotidiennes. Je dois me consacrer à ma famille, déclara-t-il simplement. Jacques tenta de le dissuader. Monsieur, vous avez bâti cette société à partir de rien. C'est l'œuvre de votre vie. Mes filles sont l'œuvre de ma vie désormais, répondit Marc calmement. Tout le reste, ce sont des détails. Car si Lily avait sacrifié des années de sa vie, pour lui le minimum qu'il pouvait faire était de consacrer le reste de la sienne à rendre le temps qui lui restait digne d'être vécu. Décembre apporta la première neige et un événement qui bouleversa tout. Emma, 4 ans maintenant, et rayonnante de santé, fit irruption un matin dans le bureau de Marc, débordante d'énergie.
Papa, regarde ce que je sais faire. Elle tendit les mains, et Marc vit stupéfait les fleurs fanées sur son bureau se redresser, la couleur revenir dans leurs pétales. Son sang se glaça. Emma, comment as-tu fait ça? C'est Lily qui m'a appris, répondit-elle fièrement. Elle a dit, c'est un cadeau de maman, et maintenant, je l'ai aussi. Marc trouva Lily dans sa chambre, l'air coupable. Avant que je me fâche, tu lui as appris à guérir, demanda-t-il d'une voix tremblante. Je ne lui ai rien appris, rectifia Lily. Le don était déjà là. Il s'est manifesté naturellement sûrement, parce qu'elle grandit, qu'elle devient plus forte. Je lui ai juste montré comment le contrôler pour ne pas qu'elle se blesse. Et le prix. Tu lui as expliqué le prix. À une fillette de 4 ans. Les yeux de Lily flamboyèrent. Bien sûr que oui. Je lui ai dit que chaque guérison prend quelque chose de soi. Mais Marc et Emma a ce don qu'on le veuille ou non. Mieux vaut qu'elle apprenne à s'en servir sans danger, plutôt que de le découvrir seule et de se faire du mal. Marc s'assit abasourdi. Il avait cru les avoir protégés, leur offrir une vie normale. Mais la normalité n'avait jamais été une option pour ces enfants extraordinaires. Promets-moi, dit-il enfin, que tu lui apprendras la retenue. Qu'elle n'utilisera ce pouvoir que dans de vraies urgences, je te le promets. Lily s'assit près de lui. Marc, le don d'Emma, est beaucoup plus fort que le mien. Et comme elle est jeune, elle a plus d'énergie vitale. Ce qui m'épuiserait à mort, elle peut le faire sans presque rien sentir. Ça ne me rassure pas, gronda Marc. Je sais. Mais ça veut dire que si jamais il m'arrivait quelque chose... Ne dis pas ça, la coupa-t-il vivement. Mais Lily poursuivit. Si jamais il m'arrivait quelque chose, Emma ira bien. Elle t'aura et elle aura son don pour aider les autres quand elle sera grande. C'est ce que maman aurait voulu. Cette nuit-là, Marc ne put chasser un pressentiment grandissant. L'état de Lily s'était stabilisé sans s'améliorer. Elle vivait dans une fatigue constante, son corps vieillissant prématurément. Et maintenant, Emma portait le même don dangereux. 2 jours avant Noël, la tragédie frappa. Lily s'effondra au petit déjeuner. Une seconde, elle tendait la main vers son jus d'orange. La suivante, elle gisait inconsciente sur le sol. Lily Marc tomba à genoux près d'elle, tandis que Jacques appelait déjà le SAMU. Emma hurla, les larmes ruisselant sur son visage. À l'hôpital, Dr. Chen dirigea une équipe de spécialistes. Marc fit les 100 pas dans la salle d'attente pendant 3 heures avant que la médecin ne revienne le visage grave. Son corps s'éteint, dit-elle d'une voix basse. Ses organes lâchent les uns après les autres. Marc, je ne comprends pas ce qui se passe, mais c'est comme si elle mourait de vieillesse. Elle a 8 ans et son corps en montre 70. Marc sentit le sol s'effondrer sous lui. Combien de temps, Dr. Chen hésita. Quelques jours, 1 semaine peut-être. Je suis désolé. Marc marcha vers la chambre de Lily, comme un homme traversant un cauchemar éveillé. Elle paraissait minuscule, dans le lit d'hôpital, entourée de moniteurs et de tubes. Emma était assise à son chevet, tenant sa main, les larmes coulant sur ses joues. « Ça va, Em » murmura Lily d'une voix à peine audible. « Ne pleure pas. »« Mais tu es malade » sanglota Emma. « Vraiment, vraiment malade. » Lily leva les yeux vers Marc et il y lut une calme acceptation. Elle savait. Depuis longtemps, elle savait que ce moment viendrait. « Tu peux nous laisser 1 minute » demanda-t-elle doucement. Emma hésita, puis sortit en reniflant. Lily fit signe à Marc d'approcher. « Je dois te dire quelque chose d'important. À propos de mon don d'Emma et de ce qui va arriver ensuite. »« Ne parle pas comme ça, » répondit Marc, la voix brisée. « Tu vas t'en sortir, on va trouver une solution. »« Marc, écoute-moi s'il te plaît. Je n'ai pas beaucoup de temps. » Elle inspira faiblement. « Quand je guéris quelqu'un, je transfère de l'énergie vitale.
Mais ce don, cette capacité, peut aussi être transféré. Si je le veux, je peux donner mon pouvoir de guérison à quelqu'un d'autre. Complètement. Qu'est-ce que tu veux dire? Emma possède déjà le don naturellement. Mais si je lui transmets le mien aussi, elle sera 2 fois plus forte. Assez forte pour aider sans payer un prix aussi lourd. Ses yeux, bien que fatigués, restèrent d'une clarté incroyable. Et Marc, je veux tenter quelque chose. Une dernière guérison. Non, absolument pas. Tu ne peux pas, dit-il d'une voix tremblante. Je veux essayer de me guérir moi-même, l'interrompit Lily. Ou du moins, de transférer ce qu'il me reste d'énergie de mes parties abîmées vers les parties saines. Redistribuer tout ça. Mais ça pourrait te tuer plus vite, souffla Marc. Je suis déjà en train de mourir, répondit-elle posément. De cette façon, au moins j'essaie. Et si ça ne marche pas, j'aurai donné à Emma tout ce qu'il faut pour continuer. Marc voulut refuser la protéger, mais dans ses yeux, il vit cette même détermination farouche qu'elle avait eue le soir où elle l'avait rencontrée. C'était son choix, sa vie, son don, à offrir comme elle l'entendait. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Tiens-moi la main. Et si ça ne marche pas, promets-moi de t'occuper d'Emma. Aide-la à comprendre son don. Apprends-lui à l'utiliser avec sagesse. Ne la laisse pas refaire mes erreurs. » « Tu n'as pas fait d'erreur, dit Marc d'une voix ardente. Tu as sauvé des vies. Tu m'as rendu mon avenir. Ce n'est pas une erreur, Lily. C'est de l'héroïsme. » Elle esquissa un sourire fragile. « Alors, aide Emma à être une héroïne elle aussi. Promis, promis. » Lily ferma les yeux et posa les mains sur sa poitrine. Marc serra la sienne. Une douce lueur s'échappa de ses paumes. Elle tentait de se guérir, de réparer les dégâts qu'elle avait causés en donnant trop d'elle-même. La lumière grandit de plus en plus vive, jusqu'à ce que Marc doive détourner le regard. Les moniteurs s'affolèrent, les infirmières accoururent, mais il leva la main pour les arrêter. C'était le moment de Lily, sa décision, son dernier don. La lumière atteignit un éclat aveuglant, puis s'éteignit d'un coup. Lily haleta les yeux grands ouverts. Pendant une seconde, Marc crut que ça avait marché. Puis sa main se détendit dans la sienne et le bip du moniteur devint un son continu. Non. Marc entendit quelqu'un hurler et comprit que c'était lui. Lily revient. Les médecins se ruèrent, commençant le massage cardiaque. On repoussa Marc, tandis qu'il regardait impuissant les tentatives désespérées de ramener la fillette. Choc. Le défibrillateur claqua. Le petit corps de Lily tressaillit. Rien. Choc. Toujours rien. Dr. Chen regarda l'horloge prête à déclarer l'heure du décès. Marc sentit son monde s'effondrer. Pas Lily. Pas cette enfant courageuse et pure qui avait tout donné. Soudain, Emma surgit dans la pièce, échappant à la prise de Patricia. « Laissez-moi passer », cria-t-elle d'une voix qui n'avait rien d'enfantin. Avant que quiconque puisse réagir, elle grimpa sur le lit et posa ses petites mains sur la poitrine de sa sœur. Ses paumes s'illuminèrent d'un or éclatant, plus vif encore que celui de Lily. « Je te la rends », cria Emma. « Tu as donné ta vie pour Marc. Maintenant, je donne la mienne pour toi. Tu es ma sœur. Tu dois rester ici. » Une lumière jaillit d'elle et se déversa dans Lily. Marc, pétrifié, vit la couleur revenir peu à peu sur le visage de la fillette. Le moniteur, un instant muet, émit un bip, puis un autre, puis retrouva un rythme régulier. Les paupières de Lily frémirent. Emma murmura-t-elle faiblement. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Ce que tu m'as appris, » répondit Emma les larmes aux joues. « Je t'ai guéri comme tu as guéri Marc. » Parce que c'est ce que font les familles, on se sauve les uns les autres. Dr. Chen resta figé, incapable d'expliquer ce qu'elle venait de voir. Les infirmières reculèrent, se signant discrètement. Même Marc n'arrivait pas à y croire, Emma venait de ramener sa sœur de la mort. Mais à mesure que la lumière dorée s'éteignait,
Emma chancela. Marc la rattrapa juste avant qu'elle ne tombe. Elle était pâle, épuisée, comme après une course interminable. « Emma, Emma, tu m'entends » s'écria-t-il. « Dodo » marmonna-t-elle. « Je peux faire une sieste. » Elle s'endormit dans ses bras, son souffle faible mais régulier. Dr. Chen se précipita, vérifiant ses signes vitaux. Elle est vivante, juste inconsciente, comme dans un sommeil profond. Ses constantes sont faibles, mais stables. Pendant les 2 heures suivantes, Marc resta veillé sur ses 2 filles. Et sous ses yeux incrédules, l'état de Lily s'améliora rapidement, d'une façon que la médecine ne pouvait expliquer. Sa peau reprit des couleurs. Sa respiration se raffermit. Les écrans affichaient des fonctions organiques, redevenues normales. C'était comme si Emma avait inversé des mois de déclin en quelques minutes. Mais elle ne se réveillait pas. « Elle en a trop donné », murmura Lily, assise dans son lit encore faible. « J'ai transféré des années de ma force vitale pour te guérir, Marc. Emma vient d'en transférer la majeure partie pour me sauver. Elle est si jeune, ça l'a frappée plus fort. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demanda Marc d'une voix rauque. « Je crois que oui. Elle est forte, plus forte que moi. Elle se rétablira, mais... » Lily regarda sa petite sœur endormie, les yeux emplis d'amour et de culpabilité. Elle sera changée, plus fragile, comme moi. Elle alla payer le prix que j'étais censé payer. « Alors répare ça, dit Marc d'une voix urgente. Transfère-le à nouveau. Équilibre entre vous 2. Je peux essayer, répondit Lily, saisissant déjà la main d'Emma. Mais Marc, ça va nous épuiser toutes les 2. On survivra, mais aucune de nous ne retrouvera jamais toute sa force. Je me fiche des dons ou des pouvoirs, répliqua Marc avec force. Je veux que mes filles vivent. Fais-le. Lily ferma les yeux, plaça une main sur la poitrine d'Emma et l'autre sur la sienne. Une lumière douce se dégagea d'elle, paisible, semblable à l'aube. Marc observa bouleversé la circulation d'énergie entre les 2 sœurs, un échange harmonieux, un équilibre retrouvé. Quand la lumière s'éteignit, elles ouvrirent les yeux en même temps. Mieux, demanda Marc. Mieux, répétèrent-elles en chœur, avant d'éclater d'un petit rire fatigué. Pendant les 24 heures suivantes, Dr. Chen effectua des examens approfondis. Les résultats défiaient toute logique médicale. Les 2 filles présentaient encore des signes de fatigue chronique et de vieillissement cellulaire prématuré, mais elles étaient stables hors de danger. « Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé », admit Sarah à Marc. Cliniquement, Lily était morte, et Emma n'aurait jamais pu faire ce qu'elle a fait. Et pourtant, elles se rétablissent nues toutes les 2. Elle le fixa longuement. « Marc, qu'est-ce que vous ne me dites pas ?» Il soutint son regard. « Certains miracles n'ont pas d'explication, Sarah. Parfois, il faut juste accepter le cadeau et dire merci. » Après un moment, elle hocha lentement la tête. « Gardez-les au calme quelques semaines. Pas d'école, pas de stress. Laissez leur corps récupérer. Et Marc, quoi que soit glacé, réellement ces filles, protégez-les. Si les mauvaises personnes apprennent ce qu'elles peuvent faire, je sais, dit-il simplement. Je les protégerai. » Elles rentrèrent à la maison 2 jours avant Noël. Patricia avait tout décoré pour ramener un peu de joie après tant de peur. Un immense sapin illuminait le salon, les cadeaux s'entassaient dessous. Ce soir-là, Marc réunit les 2 filles dans son bureau. Elles paraissaient petites et fragiles, emmitouflées dans des couvertures sur le canapé. « Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé, » dit-il doucement. « De vos dons et de ce qu'ils coûtent. On sait, » murmura Lily. « On est allé trop loin, toutes les 2. Et vous ne recommencerez jamais, » ajouta Marc fermement. « Plus de guérison. Pour personne. Même pas entre vous. Vous comprenez ?» La lèvre d'Emma trembla. « Mais si quelqu'un a besoin d'aide. »
Alors on appellera des médecins comme tout le monde. Marc s'agenouilla devant elle. Vos dons sont extraordinaires, mais ils coûtent trop cher. Je ne vous regarderai pas vous détruire pour sauver tout le monde. Vous en avez déjà assez fait. Maintenant, il est temps d'être simplement des enfants. On n'est plus des enfants normales, dit tristement Lily. Vous êtes mes filles, la coupa Marc. C'est tout ce qui compte. Oui, vous avez des capacités, mais vous avez aussi un père qui vous aime une maison, un avenir. Ne gâchez pas ça. Les deux filles hochèrent la tête, même si Marc voyait dans leurs yeux la lutte entre le désir d'aider et celui de vivre. Le matin de Noël, il leur offrit à chacune un médaillon. À l'intérieur, une photo d'eux trois Marc, debout entre ses filles tous souriants. Une famille. Joyeux Noël, dit-il en les serrant dans ses bras. Mes miracles. Alors qu'elles ouvraient les cadeaux, riaient et s'embrassaient. Marc les observa ému. Il pensa aux secondes chances, celles qu'il avait reçues, quand Lily avait touché sa jambe, celle de Lily, quand Emma l'avait ramenée à la vie, et celle d'Emma, quand sa sœur avait partagé son énergie avec elle. Ils avaient tous payé un prix pour leur miracle, mais ils avaient survécu. Et c'était pince à Marc le plus grand miracle de tous. 5 ans plus tard, Marc se tenait au bord de la piste, regardant Lily, 13 ans, franchir la ligne d'arrivée. Elle n'était pas la plus rapide, mais elle termina souriante, déterminée. Emma, 9 ans, courut vers lui, brandissant son ruban de 3e place. Les deux filles avaient récupéré, bien qu'elles ne fussent jamais aussi fortes que les autres enfants. Elles se fatiguaient vite, mais elles vivaient, grandissaient, riaient. Leurs dons dormaient de promesses tenues. Après une glace, Marc se rendit au cimetière de Cedar Grove, là où reposait Rebecca. Il marchait d'un pas sûr, posa des fleurs sur la tombe. « Salut Rebecca, dit-il doucement. Je t'ai amené nos filles. » Lily et Emma se tinrent à ses côtés. « Tu les aurais adorées, » poursuivit Marc, la voix tremblante. « Cette nuit-là au restaurant, j'étais prêt à abandonner. Et 2 anges m'ont rappelé ce pourquoi ça vaut la peine de se battre. »« On n'est pas des anges, » répondit Emma en riant. « Vous êtes mes filles, » sourit Marc. « Et ça, c'est déjà angélique. » Sur le chemin du retour, Lily demanda « Tu regrettes parfois que je t'ai guéri, sachant ce que ça m'a coûté. » Marc croisa son regard. « Je regrette que tu aies payé un prix si lourd. Mais chaque pas que je fais me rappelle de vivre une vie digne de ton don. La fondation qu'on a créée pour aider les familles sans abri à rester ensemble, c'est notre façon de transmettre le miracle. » Ce soir-là, il borda Emma dans son lit. « Papa, tu crois que maman nous voit depuis le ciel? »« Je pense qu'elle est très fière de ses filles courageuses, » répondit Marc. « Toutes les 3, toi, Lily et Rebecca. » Plus tard, il trouva Lily sur la terrasse, observant les étoiles. « Cette nuit-là semble irréelle, dit-elle. Mais on s'est tous sauvés les uns les autres. C'est ça qui a marché devenir une famille. » Le vrai miracle, répondit Marc. Ce n'était pas que je remarche. C'est qu'un homme brisé ait réappris à aimer et que 2 petites filles perdues aient trouvé un foyer. Le lendemain matin, les filles lui offrirent une photo encadrée du jour de leur adoption. L'inscription disait « À l'homme qui nous a appris que les miracles naissent de l'amour. Merci d'être notre famille pour toujours. » Marc les serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Merci de m'avoir choisi. »« C'est ça la famille, » murmura Lily. « On se sauve les uns les autres. » Marc pensa à toutes les promesses, celles de Lily, qui lui avait rendu ses pas la sienne, de les garder ensemble, celles d'Emma qui avait sauvé sa sœur. Mais la plus importante, rester silencieuse, s'aimer toujours. Il était entré dans ce restaurant comme un homme brisé, paralysé sans espoir. Il en était ressorti, père porteur d'un avenir et d'un sens retrouvé. Et tandis qu'il riait dans la lumière du matin courant dans l'herbe,
Marc comprit enfin le vrai miracle n'était pas de marcher à nouveau, mais de ne plus jamais marcher seul. L'amour rendait tout possible.